Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc vous présenter donc ce programme, cette formation, donc concevoir et gérer un projet transdisciplinaire. Et lors de ce webinaire, nous nous interrogerons donc sur la nature d'un projet transdisciplinaire et sur ce que cela implique avant de lancer des pistes sur la mise en place d'un projet en nous appuyant bien sûr sur un exemple afin de rendre le contenu plus concret. Donc ce webinaire donc, sera découpé en plusieurs temps, comme nous l'avons dit juste précédemment. Et la première question va être bien sûr sur en fait qu'est-ce que ça veut dire qu'un projet transdisciplinaire, parce que il y a de nombreuses terminologies utilisées, transdisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, pluridisciplinaire, multidisciplinaire, et donc qui sont parfois un peu difficiles à définir précisément, sachant que chaque auteur, chaque chercheur a sa propre définition, et parfois elles peuvent même être divergentes, et on s'en aperçoit avec aussi des points de vue différents selon le point de vue en France ou au Canada, au Québec. Et donc, nous allons nous appuyer, en tout cas sur le point de vue français, avec donc des ressources, donc des témoignages qui ont été mis en avant donc par des IPR ou des spécialistes, des référentes de la agriculture, de la DSD. Selon Madame Réveilla, l'interdisciplinarité, donc c'est vraiment une démarche, c'est quelque chose de très important, et l'objectif c'est bien de faire comprendre aux élèves une notion, faire apprendre une notion. Madame Olivier, qui a une approche très pragmatique de la chose, insiste sur l'aspect de l'intelligence collective. Chaque discipline apporte quelque chose autour d'un projet commun. Et elle met en avant une notion très importante, c'est le fait que les enseignants participant au projet donc, créent donc, des situations qui permettent aux élèves d'intégrer, de comprendre des notions. Et le point essentiel, c'est de bien faire prendre conscience que c'est l'élève qui intègre l'interdisciplinarité et non les enseignants. C'est-à-dire que dans un projet, ce sont les enseignants ne viennent pas multicartes, je dirais multidisciplinaires, mais ce sont les élèves, à travers les activités mises en place par les enseignants, qui vont développer l'interdisciplinarité. Donc, même si on n'est pas un spécialiste forcément de la thématique sur le DD, en tant qu'enseignant de lettres ou de mathématiques, on peut participer parfaitement à ce type de projet parce que c'est la mise en place des situations d'apprentissage qui permettront d'intégrer les différentes notions et de faire avancer le projet. Voilà. Alors, un projet disciplinaire, ça implique beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien prendre en compte. Et c'est ce que nous allons développer un petit peu plus afin de voir ce que l'on peut, ce que ça veut dire. Première étape, c'est autour d'une équipe. Et oui, plusieurs disciplines, plusieurs enseignants. Plusieurs enseignants, et même un petit peu plus large, on parle très souvent d'équipe éducative, même, vous voyez, à peu près le premier niveau d'équipe pédagogique. Et ça, c'est la première chose. Et derrière, on va avoir aussi la possibilité de greffer à ce projet de nombreux autres partenaires. Oui, parce qu'il y a une équipe projet qui va porter l'organisation et l'animation du projet, mais elle va avoir aussi besoin de partenaires, aussi bien les partenaires habituels que l'on rencontre dans l'établissement scolaire, la vie scolaire, l'administration, le conseil d'administration, le foyer socio-éducatif, le comité de la vie lycéenne et collégienne, éventuellement aussi des partenaires extérieurs, une entreprise, une structure culturelle, un intervenant, les collectivités
locale, par exemple, aussi pour disposer de moyens de transport en cas de sortie. Les parents peuvent aussi apporter leur contribution, aussi bien en venant accompagner une sortie qu'en participant à la collecte d'objets à recycler, par exemple, et autres, ou fabriquer peut-être, si on a le droit dans l'établissement, des gâteaux et aider à l'organisation d'un temps convivial à la fin du projet, par exemple. Bien sûr, il ne faut pas oublier, on peut avoir un GIP aussi qui peut vous accompagner dans un projet, ou aussi, bien sûr, Réseau Canopé qui est là comme partenaire, je dirais, autour d'un projet. Donc, vous voyez bien, c'est rassembler différents partenaires et en dehors même de l'établissement scolaire. Ça peut être beaucoup plus large que ça et très souvent, ça prend cette dimension-là. D'accord? Donc, la nécessité d'identifier les partenaires. Très bien. Alors, nous sommes bien dans le cadre d'un projet pédagogique. Et donc, ce n'est pas simplement un projet, mais c'est un projet pédagogique donc, qui implique tout de suite de vraiment bien intégrer que l'objectif, c'est de valider des compétences et des connaissances, les compétences du socle, bien sûr, parce que c'est la finalité de l'école. On ne fait pas un projet pour faire un projet qui est complètement extra-scolaire, mais foncièrement intégré dans le cadre des programmes qui s'inscrit tout à fait dans la logique scolaire, pédagogique. Et donc, du coup, travailler ensemble, organiser la diffusion des compétences, des connaissances, travailler avec les élèves, se réunir, trouver des partenaires. Ça implique du travail et du temps, beaucoup d'organisation en amont, évidemment. Il faut vraiment l'admettre, c'est-à-dire que mettre en place un projet transdisciplinaire implique du travail et du temps, parce que c'est un mode projet, parce qu'on travaille en mode projet, et donc la forme change par rapport à ces enseignements que l'on peut faire d'une façon plus traditionnelle. Cela demande, c'est surtout une nouvelle façon de travailler, et donc on va le dire, de refaire ses cours et de préparer sur des formes différentes ce que l'on faisait tâtement. Ça demande bien sûr un peu d'entraînement, parce que c'est une forme nouvelle, c'est une nouvelle fiche de prep, comme on disait il y a quelques années. Un projet transdisciplinaire, ça implique aussi, principalement, c'est surtout de changer de posture en tant qu'enseignant. On travaille dans un projet transdisciplinaire avec des expertises, chacun dans sa discipline, et puis aussi là où on va varier, quand on va mettre en place des activités pour les élèves. Voilà, on va peut-être favoriser l'alternance d'un cours magistral qui classique ou carrément y renoncer à la faveur d'un travail de groupe où l'enseignant va non seulement être l'expert de sa discipline, mais aussi un facilitateur pour favoriser le travail collaboratif des élèves qui pourront ainsi réinvestir les connaissances avec une posture peut-être de chercheur, et en forme équipe projet eux-mêmes, tout comme les enseignants eux-mêmes se sont constitués en équipe projet pour inventer et mettre au point leur dispositif. Changer de posture d'enseignant, c'est pas si évident, et c'est aussi changer la posture des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus simplement de simples receveurs, mais ils sont aussi les organisateurs et ils réinvestissent différemment les savoirs. Il faut donc aussi leur apprendre à changer de posture eux-mêmes, à collaborer entre eux. Et pour cela, il y a justement des dispositifs que l'on peut mettre en place pour les préparer au travail de groupe. Il y a des activités que l'on peut monter peut-être en introduction de projet, en introduction de séance. Par exemple, j'ai cité ici, ce que vous voyez au milieu de l'écran, le défi chamallow. Le défi chamallow consiste à constituer des équipes, à leur fournir une vingtaine de spaghettis, un chamallow et éventuellement du ruban adhésif, de manière à ce qu'en équipe, ils conçoivent une structure qui permette d'ériger le chamallow le plus haut possible. Alors, c'est être un peu fantaisiste, c'est déconnecter des connaissances, mais ce qui est intéressant, c'est justement de chronométrer
ce travail, de manière à ce que les élèves se constituent en équipe et travaillent ensemble. Et l'équipe gagnante sera celle qui a monté le chamallow le plus haut possible. Elle aura gagné le reste des chamallows, du paquet de bonbons, par exemple. Mais l'intérêt, c'est surtout le débriefing. C'est de voir en quoi certains groupes ont réussi, en quoi d'autres auraient pu échouer, pourquoi d'autres ont mieux réussi. Simplement, ça permet de souligner aussi la nécessité de communiquer, d'organiser et d'exploiter les compétences de chacun tout en respectant l'imaginaire et la pensée de chacun, de manière à pouvoir vraiment réussir ensemble. C'est surtout mettre ces petits défis-là, l'idée est surtout de les mettre en situation de collaborer et d'analyser aussi ce qui s'est passé dans le groupe au moment où ils se sont mis à travailler. Une telle activité prend juste, on va dire, une vingtaine de minutes avec un petit peu d'explication sur le challenge et le temps de l'activité, on va dire 10-15 minutes. Et puis derrière, hein, on peut très bien mettre, on va dire, un groupe d'élèves, 4 élèves avec un défi, et puis aussi 4 observateurs, d'autres élèves, justement, pour regarder en fait, avec une grille d'analyse, savoir comment est-ce qu'ils ont collaboré, comment est-ce qu'ils s'expliquent le défi, qui prend en charge, comment ils se répartissent les rôles. Et cela permet donc sur un temps, on va dire assez bref, sur moins d'une séance, sur une grosse demi-heure, on peut dire, d'avoir un quart d'heure, je dirais, d'activité et un quart d'heure de réflexion autour de ce qui s'est passé et de faire réfléchir les élèves sur la mise en place d'un projet collaboratif, même s'il est minime, s'il a duré, on va dire, une quinzaine de minutes, mais la nécessité de communiquer, d'expliciter ce qu'on fait, de décider. Et donc là, on a vraiment la mise en place de compétences autour du travail collaboratif. Ça permet d'inaugurer un groupe, de permettre de mettre en place le groupe, parce qu'ensuite on peut aller sur une chose de plus concret où ils vont se répartir des rôles. Et ça permet aussi parfois de ressouder le groupe quand on a sur un travail un peu plus longue haleine, si on a un groupe qui se délite, une activité comme cela permet de ressouder et de les remettre en dynamique de travail collaboratif, coopératif. Un projet transdisciplinaire, ça implique aussi de réfléchir à l'organisation de l'espace d'apprentissage, de la salle de classe principalement, ou dans un établissement scolaire, parce qu'on peut très bien amener un groupe d'élèves à travailler aussi bien au gymnase, au réfectoire ou au CDI, ou d'autres espaces, et même, je dirais, lors de visites à l'extérieur. Mais en tout cas, principalement, ça a lieu, je dirais, dans l'établissement scolaire, et la possibilité de modifier, de moduler l'espace d'apprentissage, c'est quelque chose de très important et qui peut largement favoriser justement un projet collaboratif. Alors bien sûr, ce qu'il y a de plus simple, ce qu'on peut faire, c'est de réaménager, je dirais, les tables pour les mettre le long du mur, si c'est sur un travail plus individuel, ou les mettre, faire un espace pour une présentation frontale, je dirais, sur un point spécifique ou en début de séance pour réexpliquer les enjeux de l'activité de la séance, mais aussi bien sûr les mettre, aménager les tables pour qu'ils puissent travailler à 3 ou 4 ou s'ils fabriquent quelque chose sur même une très longue table. Mais d'avoir toute une réflexion sur l'organisation, ce que l'on veut faire et d'adapter l'aménagement de la classe à l'activité qui est mise en place. Et il y a donc une ressource peut-être très intéressante donc, qui a été récemment publiée sur remodeler sa salle de classe et sa pédagogie. Mais on vous présentera cette ressource tout à l'heure dans la bibliographie. D'accord ? Alors, ce que je voulais ajouter là aussi sur aménager les espaces, il peut arriver aussi que dans l'organisation du projet, on réussisse à travailler avec 2 enseignants dans la même salle. On peut peut-être avoir 2 classes, 2 enseignants qui collaborent ensemble avec une porte ouverte entre les 2 salles et des allers-retours aussi. Donc ça implique vraiment de réfléchir à la dynamique du projet de la classe différemment. Et puis justement de favoriser cette visibilité de la transdisciplinarité en croisant plusieurs enseignants présents dans la salle au même moment et disponibles au même moment pour aider.
Très bien. Alors, si on reprend en fait quand même les principes de base hein, d'un projet multidisciplinaire, transdisciplinaire, et il est très important d'après tout ce qui a été, toute la littérature qui a été écrite et publiée autour de ce type de projet, c'est la nécessité vraiment de définir les valeurs au projet et de les afficher, qu'elles soient claires, aussi bien pour l'équipe éducative, pour les enseignants, que pour les élèves. Dans un projet de ce type-là, il faut développer la créativité, ce qui veut dire créativité pour pouvoir s'exprimer et donc accepter toutes les idées, même parfois les plus folles. Et ça veut donc dire aussi les respecter. Et donc de laisser la possibilité à tous les élèves de pouvoir s'exprimer sans censure et de pouvoir, c'est ça qui va leur permettre un grand enrichissement et tout ce que peut apporter, je dirais, ce type de projet. Les écueils à éviter, parce qu'ils existent, bien sûr. Les principaux, c'est qu'au départ, de partir sur un projet trop ambitieux, trop difficile, qui, surtout avec un petit peu un manque d'expérience, et donc on arrive, ça génère de la frustration parce que le projet est non abouti et on peut avoir aussi des formes d'épuisement, donc vraiment une grande frustration. Donc au départ, on a vraiment pour développer en tant que l'équipe éducative donc ses compétences sur comment mener un projet de ce type-là, il semble-t-il conseiller en tout cas d'adopter le concept TIS, keep it short and simple. Vraiment, on peut mener des projets très intéressants, même que sur 1 mois ou 3 mois, vous voyez, sur un trimestre. Et ça, c'est tout à fait possible et ça nous permet de développer toutes les compétences et habituer, je dirais, au niveau de l'équipe éducative, mais aussi pour les élèves. Parce que pour eux, c'est une grande transformation par rapport à ce qu'ils vivent de façon quotidienne depuis des années dans l'école française. Il ne faut pas oublier non plus ce que les élèves vont être dans une situation, une forme de travail scolaire très différente de ce qu'ils vivent habituellement, la plupart du temps. Et donc, il est nécessaire de les entraîner et de bien leur expliquer ce qui se passe. L'exemple du chamallow, la construction d'un mini-projet collaboratif, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas un temps de pause ludique, mais il a une visée, c'était afin de les faire réfléchir sur la construction d'un mini-projet collaboratif. Il faut leur expliquer ça et il est nécessaire de les entraîner à ce type de démarche qui, pour des élèves, surtout du secondaire, n'est pas évident. On voit très bien la différence parce que dans le premier degré, très souvent, ils ont l'habitude de travailler sous cette forme-là. Et donc, on peut espérer qu'en 6e, 5e, ils aient encore ce souvenir. Ils travaillent très souvent en groupe dans le premier degré. Et puis, dans le second degré, parfois, ça se perd un petit peu. Et donc, ils rentrent dans une autre forme parce qu'il y a d'autres valeurs qui sont affichées dans l'école secondaire. Et donc, il faut leur redonner la liberté de pouvoir s'exprimer, travailler, collaborer ensemble. Le principe, vraiment le principe de base, c'est que un projet, c'est une aventure humaine. Et pour tout le monde, aussi bien l'équipe éducative, les partenaires et les élèves, l'entrée dans un territoire inconnu, et tous ensemble, vont descendre au fil de l'eau, je dirais, le projet, et chacun va pagayer pour faire avancer le projet dans la bonne direction. Alors, si on se base maintenant sur la conception du projet, bien sûr, nous sommes, comme nous l'avions dit précédemment, nous sommes bien dans un projet scolaire. Donc, il y a une première phase créative pour les enseignants. Ça peut se faire avec quelques enseignants, ça peut se faire aussi avec des élèves, c'est tout à fait possible. Mais très souvent, première idée, voilà, on voudrait travailler un projet qui va s'inscrire dans un cadre un peu plus global, c'est-à-dire sur des politiques de l'établissement ou des politiques ministérielles,
ou qui s'inscrivent dans une politique territoriale, académique, hein. Par exemple, hein, sur, voilà, il serait bien de travailler sur un projet autour du développement durable, hein, le DD, hein, voilà, le projet qui nous concerne ici. Voilà, on voudrait faire quelque chose, mais on reste, voilà, ça définit la thématique. Et tout de suite, il faut aussi donc donner la possibilité aux équipes pédagogiques, hein, très souvent, bon, voilà, quelles idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis aussi tout de suite de l'intégrer pour que ce soit faisable, bien dire dans quel cadre il va s'inscrire, ce projet-là. C'est un projet établissement, et puis aussi définir de façon générale, hein, le cadre temporel dans lequel ce projet va pouvoir être mis en place. Si c'est un projet sur une année, si c'est un projet sur un trimestre, si c'est un projet sur 2 ans, et puis quel est l'objectif final, en fait, même s'il faut se laisser une grande liberté pour permettre hein, un maximum d'idées mais avoir déjà un peu une idée générique. Mais un bon cahier des charges tout de même, bien pour savoir quand l'équipe éducative va devoir guider les élèves, il faut qu'elle sache où elle va. Néanmoins, donc il ne faut pas négliger aussi cette construction entre collègues, avec quelques élèves aussi, éventuellement les partenaires ou des intervenants, qu'on puisse se mettre d'accord sur la progression, sur les prérequis, sur les temps forts aussi du projet, de manière à ce que tout soit néanmoins balisé. Oui, tout à fait. Il faut quand même avoir certains objectifs, même s'ils sont un petit peu génériques, hein, mais de savoir aussi tout de suite, après les premières idées, voilà, on veut faire un projet sur le DD, et puis aussi quels vont être les objectifs pédagogiques aussi. Hein. La deuxième étape, hein, parce que nous sommes bien dans une phase hein, de construction de projet, de co-construction de projet, et donc c'est avec les élèves. Si on veut que les élèves s'approprient le projet, il faut qu'ils soient partie prenante, qu'ils fassent partie hein, de ce projet, qu'ils participent principalement à la construction du projet de façon vraiment active. Et donc, on peut vraiment poser aux élèves des questions. On a défini la thématique et à partir de ça, on va, avec les élèves, hein, on va leur demander, hein, parce que l'idée, c'est bien de résoudre un problème hein, ou de pouvoir répondre à une question qui les touche réellement. Alors, prenez l'exemple, hein, c'est-à-dire qu'à partir de deuxième partie de séance, hein, on peut très bien demander aux élèves, bon voilà, on a une idée sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus, quelles sont les questions que vous vous posez, hein, vous avez entendu parler par exemple hein, de mademoiselle Greta Thunberg qui est quelqu'un de très prégnant pour nous adolescents, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça a de l'impact, et de laisser oui, d'avoir des réactions d'élèves, et puis on peut très bien aussi leur demander, hein, bon, pour la prochaine fois, vous viendrez un peu avec vos questions, en quoi ça vous interpelle, et qu'est-ce que vous aimeriez faire hein, pour répondre à son appel, et on pourrait partir sur l'exemple hein, de, voilà, est-ce que pour vous, ça a un impact, et qu'est-ce que vous aimeriez faire, de rassembler un maximum d'idées, hein, de construire, même faire une production hein, en français, en anglais, en différentes disciplines, et après voter ensemble pour définir précisément qu'est-ce que vous aimeriez résoudre comme problème. Par exemple, comment réduire son empreinte carbone. Ça, voilà. C'est très important, c'est de prendre le point de vue des élèves, et afin qu'ils puissent s'approprier le projet et que ça réponde vraiment à une demande de leur part. D'accord ? Donc, il y a 4 grandes étapes pour concevoir un projet. Tout à fait. D'après ce qui a été, voilà, nous sommes appuyés sur une ressource hein, qui est vraiment hein, toute une équipe pédagogique qui s'appelle les bâtisseurs de possibles. Hein. Donc, c'est un projet international, en fait. Hein, ça fait quelques années qu'il existe. Et donc, ils ont défini, je dirais, une structure. Hein. Donc, vraiment, identifier un problème, une interrogation. Hein, donc, c'est ce qu'on vient de dire avec donc, les enseignants hein, qui imposent quand même, regarde, la thématique. Et puis aussi un problème et tout ça. Et puis demander aux élèves, voilà, quelle est l'interrogation que ça leur pose, un tel problème ils voudraient résoudre à partir de ça. Et puis bien sûr, il y a la phase de créativité, hein, ce qui est
forcément très important, hein, c'est vraiment laisser la possibilité aux élèves de pouvoir s'exprimer, de trouver des solutions. Et la phase collaborative, très importante, c'est qu'on va choisir la solution, hein, parce qu'il va falloir argumenter, hein, on utilise des techniques du pitch par exemple, la technique des votes, différentes formes de vote à imaginer, et bien sûr, en utilisant toutes ces techniques-là, on peut vraiment faire réfléchir sur ce qui se passe dans un projet collaboratif. D'accord ? Après, bon, une fois que le choix était fait sur les différents problèmes on veut essayer de résoudre, on choisit une solution ou plusieurs solutions, hein, si on veut les mettre en place, en tout cas. Et ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième, bien sûr, c'est partager l'expérience, valoriser la communication, tout ce qui va autour du projet, hein, parce que c'est un impact très fort. Travailler sur un objet réel, dans le réel, implique beaucoup plus les élèves. Donc, c'est une 4 étapes, les grandes étapes du projet. Bien sûr, sur un projet, quelle que soit sa durée, de quelques semaines à quelques mois ou à plusieurs années, une fois que donc on a choisi la thématique, avec les élèves on a choisi les problèmes à résoudre ou la question à traiter, il est nécessaire pour l'équipe éducative, mais aussi avec les élèves, hein, c'est d'organiser d'une façon temporelle un petit peu les différentes étapes. Et donc, on peut avoir, Sophie, peut-être tu veux nous dire un mot sur… C'est-à-dire que le projet, en fait, le projet de la classe, de l'équipe éducative, les projets des élèves qui vont s'inscrire dans ce grand projet-là, peuvent très bien se dérouler sur un trimestre. Le risque, c'est que ce soit un petit peu long. Ils peuvent déboucher sur la fabrication d'un prototype de solution, d'un objet qui va faciliter la vie, qui va permettre des économies, ou d'une expo, ou d'un objet de communication vers la communauté éducative. Mais ça peut aussi être ce projet, ça peut être simplement ce qu'on appelle un hackathon, par exemple, qui va se dérouler sur une journée. Donc, il va demander beaucoup d'organisation en amont, la scénarisation, mais il peut aussi réunir plusieurs équipes d'élèves dans une salle sur toute une journée. Au début de la journée, ils identifient les problèmes, imaginent les solutions, choisissent une solution à développer, et pour le reste de la journée, développent la solution, fabriquent le prototype pour ensuite le présenter aux autres équipes participantes ou au collège en général, à l'établissement en général. Ça peut être un projet très ponctuel finalement, qui vient terminer aussi toute une démarche pédagogique qui, s'étalant sur le trimestre en se focalisant sur des connaissances, des compétences de manière un peu classique, peut permettre aux élèves de se réunir sur un temps donné pour donner corps à un projet qui permette de réinvestir toutes ces connaissances et compétences disséminées tout au long du trimestre, par exemple. Voilà. Après, pour les bilans d'étape, moi, je pensais surtout aux collègues qui ont souvent du mal à se réunir lorsqu'on est lancé dans l'année scolaire et au quotidien, passant d'une classe à l'autre. Si on travaille en équipe, on peut peut-être se donner rendez-vous un jour, à une récré en particulier, en salle des profs, devant la machine à café, et ritualiser 10 minutes d'échange en disant bah tiens, j'ai un problème, je n'arrive pas à avancer, et puis échanger rapidement sur les problèmes que l'on rencontre ou les fiertés aussi qu'on peut avoir dans la classe, pour qu'ensuite au cours de la semaine, bah, les collègues qui auraient peut-être une solution ou qui voudraient participer puissent se proposer. On n'a pas forcément faire des réunions qui durent des heures et qui doivent nécessairement demander une sacrée organisation en général quand on est prof dans l'année scolaire. Oui, tout à fait, c'est la nécessité. Voilà, il y a différentes formes pour pouvoir échanger autour d'un projet avec une équipe éducative non réelle. Donc, on peut le faire autour d'une machine à café, on peut le faire à travers un panneau d'affichage dédié au projet avec des formes de post-it, on peut le faire sous une forme électronique, en tout cas sous un espace partagé pour que tout le monde puisse avoir des nouvelles, et même si c'est parfois, je dirais, avec des smileys où voilà, l'action s'est bien passée, en tout cas de pouvoir suivre le projet et de
éviter, hein, comme disait Sophie, donc des réunions trop lourdes qui sont descriptives, mais simplement de pouvoir faire vivre le projet. Et la nécessité de faire toutes les réunions ne concernent pas forcément tout le monde. Hein, c'est la nécessité de faire parfois des micro-réunions sur des points précis, et puis d'autres qui sont vraiment des bilans d'étapes importantes, hein, mais il y a toute une variation possible de rencontres, hein, et de la gestion du projet avec les différentes étapes nécessaires à clarifier, et surtout l'objectif final, et de mettre ça avec un déroulé temporel nécessaire pour la réussite du projet. Donc, il y a la planification pour les bilans d'étapes, mais il y a aussi le partage des responsabilités, puisque finalement, quand on organise un tel dispositif, nous sommes plusieurs collègues, il y a des sorties scolaires, il y a des tâches un peu particulières auprès du CA à faire, auprès de la gestionnaire. Donc, il est important aussi de penser à bien partager les responsabilités. Et à nouveau, dans l'équipe projet, adulte, ou l'équipe porteur du projet, chacun peut se répartir d'une tâche différente, une responsabilité différente, mais aussi, du coup, appliquer cette dynamique-là à l'intérieur des groupes élèves qui vont travailler en équipe. Chacun peut aussi avoir le rôle de secrétaire, de photographe, de documentaliste, de gardien du temps, de gardien de la mémoire, dessinateur, faisant appel ou non à des compétences qu'il a envie de valoriser ou de mettre au service du groupe et de la réussite du groupe. Ce que l'on voit assez souvent, c'est la nécessité que le projet ne soit pas porté par une seule personne, mais que vraiment la responsabilité soit partagée, parce que bien sûr, il y a beaucoup de compétences implicites, hein, de savoir, de conduite de projet qui sont menées. Et donc, quand une personne s'en va, quitte par exemple un établissement, et derrière, il n'y a pas eu assez de partage de connaissances, de conduite de projet. Et donc, c'est mener un projet de ce type-là pour les élèves, donc ils apprennent beaucoup de choses, mais les équipes éducatives aussi, hein, beaucoup. C'est nécessaire vraiment de partager les responsabilités. Donc, on a aussi besoin d'avoir des outils, des dispositifs qui permettent d'accompagner, de structurer le projet. On a parlé notamment de la charte des valeurs associées au projet, donc qui doivent, c'est finalement les règles du jeu, des règles du jeu qui s'appliquent aussi bien aux élèves qu'aux collègues d'ailleurs. Et je vais... Tout à fait, hein, c'est-à-dire que la nécessité pour tous les enseignants qui sont intégrés dans le projet, et même au sens le plus large, hein, l'équipe éducative d'un établissement doit être au courant du projet. C'est pour ça que la nécessité que tout le monde soit au courant et puisse sans participer, même si c'est d'une façon très limitée, à un projet, hein, et de pouvoir vraiment exprimer d'une façon très claire, hein, donc les valeurs associées au projet, les afficher. Donc les objectifs aussi, hein, parce que pour les élèves c'est très important, et puis la feuille de route, c'est-à-dire en fait les différentes étapes. Hein. Après, bien sûr, ce qui est toujours très intéressant, c'est le journal de bord, hein, qui peut être fait, ils peuvent être collectifs ou individuels, hein, ou un mixte. Hein. Et donc là, on va vous présenter différents outils possibles à utiliser, hein, comme ressources pour la conduite de projet. Voilà, donc j'ai sélectionné quelques outils qui sont des outils libres, qui peuvent réellement faciliter le travail ou accompagner, voilà, enrichir le travail en groupe. On a parlé de mobiliser les connaissances, de chercher les idées. Donc évidemment, la tempête de cerveau, pour ne pas utiliser le mot brainstorm, peut être un moyen justement de soit mobiliser des connaissances, qu'est-ce que vous savez déjà, éventuellement de faire foisonner les idées aussi. Donc là, ça va être un temps où on va pouvoir travailler soit individuellement et partager ses idées avec les collègues, avec les autres, ou un groupe d'élèves peut aussi travailler, venir poser des post-it, non plus physiquement, puisqu'on n'est pas nécessairement au même endroit, au même moment, mais finalement en ligne. Alors là, j'ai structuré le tableau en 5 colonnes, qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Le QQ, c'est occupé. On peut venir aussi les poser en vrac et puis finalement les retrier.
Donc sur le Frama Memo, vous envoyez le lien ensuite qui se trouve dans la barre d'adresse et tout le monde peut venir y participer. Ça demande peut-être un petit peu de modération, mais bon, là on le fait. C'est une adresse qui n'est connue finalement que des utilisateurs. Vous avez chez Framasoft aussi le Frama Maestro qui va permettre d'ajouter différents modules sur un même tableau sur lequel tout le monde va pouvoir venir participer. J'ai montré le Framapad. Le Framapad, ça permet, par exemple, alors je ne sais pas, non, je n'ai pas d'écrire à plusieurs mains sur un même document. Donc prendre des notes au même moment, écrire au fur et à mesure qu'on a une idée qui nous vient dans un temps différé. On peut avoir aussi ce tableau d'idées qui réapparaît. Donc là, on a tout simplement, on peut rajouter un post-it avec une idée à poser à l'endroit. On peut le faire d'abord en vrac et le trier après. On peut donner un sens aux couleurs ou pas. Voilà, ça peut paraître au hasard. Et donc là, ça permet aussi de travailler justement à distance, pas forcément au même endroit, pas forcément au même moment, ou alors au même endroit et au même moment, avec un petit défi qui est lancé par l'enseignant et tout le monde saisit. Ça évite juste que les élèves se lèvent les uns après les autres, sur un groupe de 30 élèves. Ça peut faciliter un petit peu la vie. C'est un travail collaboratif. Voilà. C'est un outil qui permet le travail collaboratif d'une façon très simple, comme sur des post-it, simplement sur une forme numérique avec des traces. Dans le même esprit, vous avez le Framaboard, toujours libre. Hein. On ajoute un module. Alors le pad, une semaine, un jour, 6 mois, il s'agit simplement de la durée de vie du pad. C'est ce document qui permet de travailler, de saisir à plusieurs mains, en fait. On peut avoir chaque personne qui saisit va avoir une couleur différente, sera désignée. On pourra voir ici qui est présent et qui participe et avec quelle couleur. Donc ça évite aussi que certains élèves viennent dire n'importe quoi puisqu'ils peuvent s'identifier. Donc ça demande un petit peu de cadrage, mais bon, là voilà, ça c'est un travail qui permet. Et on peut aussi partager une page web sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et le dernier outil qui est quand même pas mal pour un outil gratuit, c'est le Framaboard. Donc là, il faut générer, créer un compte. C'est vraiment très simple. Et ça permet de gérer un projet. Là, vous avez une capture. On voit par exemple ce qui est en attente, ce qui est prêt, ce qui est en cours, ce qui est terminé. Et on peut déplacer d'une tâche à l'autre. On peut aussi attribuer différentes tâches à différents moments et travailler sur une dynamique type diagramme de Gantt. Pour faire cette action, il faut que je termine celle-ci d'abord. Ça peut permettre, comme c'est en ligne aussi, de se tenir au courant ou d'informer les collègues à distance. Je reviens à l'écran. Donc ça, c'était les différents outils qui existent pour accompagner ou gérer donc, un projet. Donc, je reviens à cet écran. Ensuite, je ne voulais pas oublier tous les outils que nous avons à disposition dans nos établissements, aussi bien au lycée avec Atrium, avec les collèges ou avec les privés OSE et Agora 06 avec les collèges. Vous avez Moodle aussi, qui est un excellent outil qui permet aussi bien de travailler au cours, de développer un travail, que de montrer aussi un travail. Ça peut permettre de fabriquer des objets qui sont le support du résultat du travail des élèves. Et enfin, je voulais simplement montrer quelques outils. Ceux-là sont payants, mais il n'empêche que, par exemple, pour Bcast, je ne l'ai plus là, je n'ai pas le lien. Je montrerai un peu plus tard si on a le temps. Bcast permet vraiment aussi de faire un mur de post-it, un mur de selfie pour présenter les différents acteurs, de travailler à plusieurs mains, de lancer des petits défis, de faire des questionnaires en direct, de mettre en place un système de vote avec des usagers identifiés, plus identifiés que dans Framaboard, ce qui parfois est pas mal en collège. Il y a tous ces outils, donc ça permet de gérer le projet et que, bon, dans la gestion du projet aussi, quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, donc c'est tout ce qui concerne la communication. La communication, elle peut être à différents niveaux. Elle peut être au niveau forcément interne au sein de l'établissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour gérer, communiquer auprès des collègues, auprès du conseil d'administration, auprès des parents. Donc ça, c'est tout de suite y penser. Et puis aussi, c'est communiquer autour du projet. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il y aura un événement final avec
dire une fête, hein, la fête des actions qui ont été mises en place à la suite du projet, hein, et présentation des différentes actions. Donc, ça peut être filé, ça peut être plusieurs fois, créer un événement. En tout cas, il est nécessaire de bien prendre en compte cet aspect-là, aussi bien communication interne, alors interne même au sein du projet, interne à l'établissement et puis vers l'extérieur. Oui, parce que souvent, quand on est embarqué, pareil, dans la routine annuelle de nos progressions et de nos objectifs pédagogiques, on oublie souvent la valorisation. Et en fait, la valorisation du projet, du travail des élèves, est tout aussi importante que son développement. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un support d'entraînement, par exemple, pour entraîner les élèves à la présentation orale, avec dans l'idée du grand oral. Et oui, du grand oral du bac, hein, c'est vraiment là. Et en plus, c'est en réel. Les élèves sont très sensibles à ça, hein, pour montrer ce qu'ils ont fait. Ça donne du sens au projet. Et après, ils peuvent eux-mêmes, hein, présenter ça sur leurs réseaux sociaux, au regard de ce qu'on a fait ou de valorisation personnelle, hein, de tout ce qu'ils ont fait en classe. Donc, bien penser à la communication. Alors, maintenant, comme tout projet, c'est un projet pédagogique, hein, c'est un projet scolaire, donc il est bien nécessaire d'évaluer le projet. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, un projet, c'est une aventure humaine. Hein. À un moment, on était à découvrir de nouveaux itinéraires, de nouveaux paysages. Hein. Et donc, on va bien sûr, cela implique, hein, nouveau type de projet, nouvelle pédagogie, ça nécessite aussi peut-être une évaluation différente. Hein, parce qu'on va bien sûr évaluer donc les connaissances et les compétences, hein, des élèves, hein, mais aussi ce qu'ils ont vécu. Et donc c'est aussi les compétences de savoir-être qui sont très importantes. Donc on s'est appuyé, vous voyez, hein, c'est absolument bien pris en compte, je dirais, par l'éducation nationale, avec donc sur le socle commun de connaissances et de compétences. Hein. Donc nous avons mis donc sur l'image centrale donc les différents domaines, hein, et puis on peut voir, hein, sur dans les différentes boîtes, hein, de couleurs, on peut voir que ça répond à un projet, la conduite d'un projet, hein, par des élèves, hein, rentre parfaitement dans le socle commun. Hein, la capacité à résoudre des problèmes, la connaissance du monde social, contemporain, vous voyez, ce genre de choses. La formation morale et civique, hein, on ne va pas tout reprendre tous les différents items, mais en tout cas, conduire un projet dans son établissement, hein, rentre parfaitement dans les programmes, c'est ce qui est absolument vu et donc valide intégralement la mise en place d'un projet scolaire dans un établissement. Alors, pour l'évaluation, on a principalement, je dirais, hein, bien sûr, il y a de nombreuses modalités possibles, mais on veut dire qu'il peut y avoir des évaluations qui soient disciplinaires, c'est-à-dire que les élèves vont travailler sur la capacité à s'exprimer à l'oral à travers différentes activités qui ont été mises en place dans le projet, mettre en place un pitch, hein, s'entraîner pour ça, mettre en place une scénette, hein, pour présenter leur projet, par exemple, ou présenter à l'oral devant un parterre, je dirais, de parents et d'autres collégiens ou lycéens. Donc, et on peut évaluer ça à travers vraiment une évaluation type disciplinaire. Et en fait, les élèves se seraient entraînés dans le projet et on peut arriver à leur faire une évaluation classique, je dirais, qui répondrait à la mise en place, hein, d'une pédagogie traditionnelle avec le même type de choses. On peut aussi bien évaluer tout ce qui a été fait par les élèves, hein, à travers le projet lui-même. Hein, c'est-à-dire que de voir, hein, tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que l'importance du tableau de suivi personnel et général, on peut très bien demander à tous les élèves, tous les jours, à chaque séance, hein, chaque fois qu'ils ont mis en activité, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc de les faire réfléchir à ce qu'ils ont travaillé, de les comparer avec ce qui a été prévu par l'enseignant, et puis de faire une évaluation, hein, une auto-évaluation et une évaluation par l'enseignant. Ça a l'avantage de pouvoir faire
réfléchir, hein, c'est vraiment le développement de pratiques auto-réflexives sur les processus d'apprentissage des élèves. Et ça, c'est une compétence qui est très importante. Pour terminer, conduire un projet transdisciplinaire avec des collègues, avec une communauté, des élèves, un établissement et des partenaires, ça permet de entrer en action. Et les enseignants, quand on voit le résultat final, ils sont toujours très satisfaits de voir leurs élèves en réussite. Et très souvent, on est très surpris de ce que peuvent produire les élèves. Si on les a entraînés, si on leur a mis en place donc des activités où ils ont pu collaborer et produire, faire de la créativité, on est très satisfait. Et tous ces projets-là ont une finalité, c'est vraiment de valider les compétences du 21e siècle, qui rentrent parfaitement dans la politique du ministère et des programmes, c'est-à-dire l'objectif de l'école, c'est vraiment de valider les compétences du 21e siècle. On ne va pas toutes les citer, mais la créativité, la résolution de problèmes, travailler sous un mode collaboratif. Donc c'est dire que c'est vraiment un point très important. Pourquoi faut-il mettre en place un projet transdisciplinaire autour de thématiques fortes qui le dédient? C'est parce qu'on valide les compétences du 21e siècle. On va vous présenter en quelques minutes. Même quelques secondes. Quelques secondes. Et nous avions la boîte sur les quelques ressources tout ce qu'on vous a préparé. Donc, nous serons à disposition. Voilà, donc quelques ressources pour aller plus loin ou pour retrouver aussi les éléments qui ont été cités au cours de cette communication. Je les ai rassemblés sur un Padlet qui est encore une fois un outil collaboratif sur lequel on peut aller puiser, que les documentalistes connaissent, professeurs documentalistes connaissent très bien, où on peut justement mutualiser différentes ressources, différentes recherches, différentes veilles. Première colonne, toute cette question de la définition co-multi, inter ou transdisciplinarité, avec nos amies inspectrices ici, et plus bas, vous aurez une définition qui cale plus à l'esprit canadien, et de l'autre côté de l'université de Pau. Deuxième colonne, collaborer ou coopérer, parce que nous ne sommes pas trop arrêtés sur ces définitions-là, mais finalement, voilà, il y a aussi débat. Donc, si vous avez envie aussi d'approfondir ce que c'est que la coopération entre élèves ou la collaboration, quelles sont les différences, j'ai sélectionné quatre ressources, dont une est du SCOL et puis trois autres un petit peu issues de chercheurs. Gérer un projet. Ici, une page un peu rébarbative a priori, mais finalement très pragmatique d'un collègue qui explique comment et à quoi il faut penser quand on gère un projet à mener avec des élèves sur une forme un petit peu différente de celle que nous avons l'habitude de pratiquer. Le Framabord dessous pour vous aider à gérer vos projets. Des dispositifs pour favoriser la collaboration ou la coopération. Donc, un ouvrage qui permet, des réseaux Canopé, qui permet d'aider, qui aide à l'organisation de hackathons, à mieux comprendre ce que c'est que cet univers, disponible auprès à l'atelier Canopé, peut-être dans vos CDI aussi. À vous d'aller voir votre documentaliste. Les jeux d'évasion, ça c'est un site et du SCOL avec tous les outils pour générer des codes secrets, comprendre ce que c'est qu'un jeu d'évasion, aider à la création des codes secrets, des mots croisés, des petites choses à fabriquer avec ses élèves ou pour ses élèves. Ce sont des outils qui sont aussi bien accessibles au niveau prof qu'au niveau élève. Ensuite, j'ai choisi aussi quelques petits éléments type photolangage. Ça, c'est pas mal quand on a un groupe qui est en conflit ou pour aussi témoigner de son humeur ou de son approche d'un certain concept. Une très jolie série sur les jeux coopératifs également. Et le crayon coopératif qui est, je vous invite à aller le voir, un outil qui n'a rien de numérique, mais qui permet de dessiner à 10 ou de relever un défi graphique à 10 personnes en l'espace de quelques minutes. Figurez-vous que là, on apprend à communiquer, à définir un langage commun pour pouvoir travailler dans le même sens tous ensemble. Donc là, c'est toujours dans l'optique de mettre les élèves
en condition de collaborer. Donc voilà, des petits leviers. D'autres outils pour collaborer, le Framamemo, le Maestro, Via Educ, un réseau social réservé aux enseignants, Canoprof qui permet de préparer un cours à plusieurs mains, et aussi une solution gratuite pour tout ce qui est carte mentale et heuristique, qui est pas mal aussi pour partager des idées. Et là, trois ressources que j'ai trouvées fort intéressantes du Conseil supérieur des programmes. C'est un PDF qui permet de renforcer les enseignements, donc en fait finalement d'alimenter aussi les enseignants sur tout ce qui est projet autour du changement climatique, avec ne serait-ce que la table des matières qui est très parlante, puisqu'on voit ici une recension de tous les points des programmes de différentes disciplines qui viennent traiter du développement durable. Donc, c'est bien montré que toutes les disciplines peuvent être cycle concernées par, on va dire, le DD. Et bien, ça a été mis en place. Cycle 3. Voilà, pour le cycle 3 et le cycle 4. Donc, par tous les pareil écoles, hein, donc c'est un et enfin, ici aussi, une approche enjeu énergétique en transdisciplinarité sur le site des professeurs géographes. Mais il n'empêche que on peut imaginer qu'on a un prof de géo porteur de projet et finalement qui veut aussi construire ça avec des collègues. Donc là, ici, il y a des ressources tout à fait valides et validées pour engager ce type de projet. C'est un vrai problème, je dirais. On entend très souvent dans les établissements scolaires. Et ça demande plusieurs choses, enfin plusieurs réponses possibles, en tout cas. Comme nous l'avons dit, oui, ça va demander la mise en place d'un projet, va demander un peu de temps. Mais il ne faut pas non plus que ça prenne tous les week-ends et sinon on ne se lancerait jamais dans un projet. C'est la nécessité de bien expliquer aussi le projet aux différents intervenants, à un chef d'établissement par exemple, pour qu'il y ait des aménagements de temps et d'espace, hein, pour la mise en place de ce projet. Cela dit aussi, c'est la nécessité de porter le projet à plusieurs, hein, et donc de répartir les tâches, hein, de ne pas porter tout seul un projet, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et d'énergie. Peut-être aussi se lancer dans un projet plutôt simple au départ, pour adopter vraiment le concept TIS pour ne pas se trouver submergé sur un projet à long terme, plusieurs mois je dirais, hein, ou même une année scolaire complète. Au départ, ça peut être très compliqué. Donc, au départ, il faut absolument que l'enseignant, bien sûr, qui va devoir développer des compétences et à force d'entraînement, il pourra gérer ça de mieux en mieux. Donc, au départ, commencer par des temps, des projets plutôt pas trop longs et de bien partager les responsabilités et aussi hein, d'impliquer vraiment toute l'équipe éducative et les chefs d'établissement principalement pour prévoir des temps hein, et de valoriser ces temps dans l'emploi du temps des enseignants, principalement. Ben moi, je pensais déjà, on avait cité l'exemple de la machine à café. Alors, ça peut sembler très trivial, mais finalement, c'est pas le temps qu'on va passer à discuter qui va apporter beaucoup autour d'une table. C'est-à-dire que l'idée de la machine à café ou d'un autre lieu comme ça, c'est le rituel. C'est de se voir, savoir que le vendredi matin, on se retrouve là et on prépare une question, une demande qui n'aura pas forcément sa réponse immédiatement. Voilà, c'est qu'on va peut-être avoir des collègues qui vont y réfléchir, le week-end va passer, il y en a 3 qui vont oublier, puis il y en a un qui y pensera et qui trouvera et qui pourra permettre de débloquer une situation. Je pense qu'on peut penser aussi différemment le temps de convergence. On ne peut pas nécessairement voilà, le faire comme on le fait d'habitude, à rester 4 heures autour d'une table de réunion, épuisé et finalement stérile. On voit beaucoup maintenant, pour la mise en place de ce type de projet, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, forcément, hein, par les enseignants, qu'ils utilisent d'une façon personnelle, comme tout un chacun, et donc la création de groupes hein, avec des applications hein, du type WhatsApp, par exemple, d'une très grande facilité et qui permet d'échanger et de créer cette fameuse communauté parce que la plupart du temps, c'est que les enseignants se trouvent un petit peu, ne se connaissent pas, ne travaillent pas ensemble et c'est à travers le projet qu'ils vont aussi développer et qu'ils auront de l'appétence et qu'ils seront contents de travailler ensemble. Au départ, il faut commencer,
mais on n'est pas du tout obligé de passer par des réunions lourdes, frontales, on va dire, et plutôt par d'autres, la machine à café, un tableau collaboratif en ligne ou pas, ou physique, ou les réseaux sociaux hein, qui fonctionnent très bien autour de ça, et la multitude des échanges qui a lieu à travers ce type d'outils, un quart d'heure par jour, et vous échangez énormément au sein de la communauté projet. Un enseignant, il peut tout à fait valider son programme. C'est-à-dire, c'est à lui de mettre en place des activités qui permettent aux élèves de voir des points et puis de faire des extrapolations. On parle projet EDD, vous voyez, sur l'exemple que nous avons pris, sur comment réduire son empreinte carbone, les élèves, ça leur permet aussi à un moment, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la vision sur le monde de l'empreinte carbone au niveau mondial, au niveau français, donc on peut le faire à différentes échelles pour la géographie, mais on peut aussi dire, bien sûr, on aura beaucoup de données mathématiques, et alors est-ce qu'on peut faire des calculs, donc là, les mathématiques peuvent être un outil pour résoudre le problème, c'est-à-dire comment je calcule mon empreinte carbone, et que l'enseignant de mathématiques va fournir les outils pour que l'élève puisse calculer son empreinte personnelle, et puis celle de l'établissement, et puis celle de sa ville, de son pays, ou de la Terre entière. Et donc, c'est pas du tout mener un projet, ce n'est pas un projet en plus, c'est un projet à la place de. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est pour ça que ça demande du travail au départ, parce qu'il faut remettre en place de nouvelles activités pour les élèves, mais afin de répondre à son programme et aussi à la réussite du projet. Oui, par exemple, on peut aussi avoir en début de projet un professeur de français au collège qui va demander une production d'écrit à propos d'un sujet en lien avec cette thématique, mais dans laquelle il va valider bien d'autres choses qui auront été apprises en classe, transmises en classe, par exemple. La qualité du français, ou vraiment des choses très spécifiques. Simplement, il utilise le projet comme moyen. C'est un élément très motivant. En plus, ça a du sens. Donner du sens à ses enseignants à travers un projet ancré sur le réel. Très bien. Alors, on vous remercie. Merci beaucoup de votre intervention et bonne journée à tous.